Salut les nerds! Il y a un bout de temps déjà, j'ai fait une vidéo sur le jeu Ironsorn et dans les commentaires de cette vidéo-là, on m'avait demandé si je pouvais faire un tutoriel pour expliquer comment on joue Ironsorn. Parce que dans ma vidéo, j'avais parlé du jeu, j'avais dit pourquoi je l'aimais, mais j'avais pas vraiment expliqué comment ça se joue. Et vu que je trouve que c'est quand même une question très légitime, j'ai décidé de faire cette vidéo-là en réponse à ce commentaire-là. On va parcourir ensemble les mécaniques essentielles du jeu. Là-dessus, on commence notre campagne avec la première étape, qui est de créer notre univers. À la page 136 du manuel, on retrouve une section qui s'appelle « Vos vérités ». En allant dans cette section-là, on peut trouver une série de questions avec des choix de réponses. Ces questions-là nous demandent de définir des éléments de notre univers. Typiquement, Ironsorn se joue dans un univers qui s'appelle les Terres de Fer. Il y a des constantes à travers les différentes versions de cet univers-là, mais le jeu nous encourage très fortement à déterminer de quoi ça a l'air dans notre version du jeu. Chaque joueur va avoir une vision différente de ce que les Terres de Fer représentent et de ce qu'on y retrouve. Avant de jouer à Ironsorn, donc, remplissez ce questionnaire-là, prenez les choix de réponse qui vous plaisent le plus ou inventez vos propres réponses, c'est votre jeu, vous faites ce que vous voulez. On crée le décor dans lequel l'aventure va se dérouler. Je commence en créant ma version des Terres de Fer. C'est évidemment un endroit qui est froid, isolé et inhospitalier. Les différents territoires sont contrôlés par des seigneurs guerriers qui enchaînent les alliances et les défis pour consolider leur position. Cependant, ce qui craint encore plus que les armées rivales, ce sont les bêtes monstrueuses qui chassent de jour et les morts sans repos qui sortent chaque nuit hanter ces terres maudites. Le chef idéal est quelqu'un qui sait se battre, mais surtout qui sait quand se battre. Maintenant que notre univers est créé, on y va avec notre deuxième étape, qui est de créer notre personnage. À la page 33 du PDF, on retrouve une section qui s'appelle « Créer votre personnage ». C'est un peu redondant. À la page 49, il y a aussi une version résumée de toutes les étapes que vous devez entreprendre pour créer le protagoniste de votre aventure. Pour créer ce personnage-là, il faut évidemment le visualiser, avoir une idée de quel genre de personne c'est. On peut lui donner un nom. Ensuite, on doit lui attribuer des caractéristiques. Comme le livre l'explique, c'est très simple. On a une caractéristique à 3, 2 à 2 et 2 à 1. Donc, on les place dans les 5 caractéristiques que le jeu nous propose. Ensuite, on place certaines caractéristiques qui sont déjà déterminées pour nous. La santé, l'esprit, les provisions commencent toujours au maximum à plus 5. L'élan commence à plus 2, avec un maximum de 10 et une réinitialisation à 2. On va voir qu'est-ce que ça fait plus tard. On peut aussi créer jusqu'à 3 liens d'antécédents. Les liens d'antécédents, c'est des relations que notre personnage a avec des personnages ou avec des communautés. On peut en donner aucun, on peut en avoir 1, 2, 3 maximum. On choisit aussi 3 atouts pour notre personnage. Des atouts, c'est un peu comme des dons dans Donjons et Dragons. Bref, c'est des compétences particulières que notre personnage possède qui le rendent meilleur à certaines choses que d'autres. Les atouts sont pas dans le livre d'Ironsorn, mais ils sont disponibles gratuitement sur le site du jeu. Donc on peut parcourir cette liste-là et en choisir 3 qui vont représenter notre personnage et qui vont le rendre différent de l'humain moyen qu'on retrouve dans l'univers d'Ironsorn. Finalement, on détermine si notre personnage a des pièces d'équipement importantes. On n'a pas besoin de garder en note chaque petite chose, chaque bout de ficelle qu'il y a dans son sac. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir s'il y a quelque chose qui est important pour lui ou qui le distingue encore une fois du reste des personnages. Et finalement, on doit déterminer 2 choses. On a le vœu d'antécédent et on a l'élément déclencheur. On peut déterminer une seule de ces choses-là, ou même aucune, mais c'est déconseillé. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je détermine l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quelque chose qui va obliger notre personnage à agir, qui va l'obliger à passer d'un être relativement normal à un fer juré, un Ironsorn, quelqu'un qui entreprend une quête qu'il a juré d'accomplir. Le vœu d'antécédent, lui, c'est quelque chose qui va motiver notre personnage tout au long de sa quête. C'est généralement un objectif très long et difficile à accomplir que notre personnage va peut-être jamais accomplir. C'est vraiment juste comme une espèce d'idée un peu grandiose de ce qu'il veut accomplir. Ça peut être devenir un guerrier légendaire acclamé de tous.
Ça peut être devenir le roi d'une région, ça peut être enfermer un dieu maléfique. Il faut que ce soit quelque chose de très ambitieux. Ça n'a pas besoin d'être complètement délirant non plus, mais il faut que ce soit un objectif qui va lui prendre de très très nombreuses aventures à accomplir, et généralement, si on arrive à accomplir ce vœu-là, l'aventure se termine, notre personnage va prendre sa retraite. C'est pas garanti encore une fois, c'est juste des idées générales que le jeu nous propose comme ça. Et parfois, ça m'arrive de faire des personnages qui ont même pas de vœux d'antécédents. Des fois, je peux juste créer un personnage, le lancer dans l'aventure, et je me dis, si à un moment donné, il décide qu'il veut devenir un dieu ou je sais pas quoi, ben il décidera ça au courant de son aventure, mais en ce moment, il veut vraiment juste survivre, et ça sera ça son élément déclencheur. Donc, le but d'avoir ces éléments-là, c'est de créer une espèce de quête que notre personnage va pouvoir entreprendre pour le lancer dans l'aventure. Vu que ma version des Terres de Fer est un endroit où les dangers sont nombreux et où les guerriers sont braves, forts et respectés, j'ai envie d'aller à contre-courant et de jouer un lâche. Ce serait le poltron local. Orphelin, mauvais combattant, il serait maltraité par les plus forts. Je veux qu'il essaye de se faire un nom dans un monde qu'il respecte absolument pas. Est-ce qu'il va réussir? On va bien voir. Mon personnage va s'appeler Aldéric. Je l'imagine petit, maigrichon, de faible carrure à côté des combattants endurcis qui forment les armées des Jarls. Ses caractéristiques vont refléter ça. Je vais lui mettre un 1 en fer et en vivacité parce que physiquement, c'est pas vraiment un champion. Un 2 en cœur et en astuce, et un 3 en nombre. S'il survit, ce sera par sa ruse et pas par sa force. Puisque mon personnage est déshonorable, chétif et pas très apprécié, je vais lui donner un seul lien. Ça sera sa tante, Essil, qui l'a adopté après la mort de ses parents au combat. Je vais choisir 3 avantages pour Aldéric. Conteur, parce que c'est un grand amateur d'histoire et de chansons, et farceur et infiltré, parce qu'il s'en sort généralement en se cachant et en volant ce qu'il lui faut quand les autres ont le dos tourné. Pour son équipement, je vais donner à Aldéric un bon couteau, un arc et des flèches, l'arme des lâches, comme on lui rappelle souvent, et une lyre, parce qu'il faut bien savoir jouer pour se rendre utile dans les beuveries. Finalement, les vœux. Je me dis que son vœu serait sûrement de montrer au monde à quel point il est capable de grandes choses en composant et en popularisant la chronique de ses exploits. Ça va être un vœu extrême, donc très long à accomplir. Pour son événement déclencheur, je pense que ça serait assez drôle de lui faire jurer quelque chose qu'il ferait jamais d'ordinaire, pendant qu'il a peut-être bu un peu trop. On a créé notre glorieux protagoniste et c'est maintenant le temps de l'envoyer au front, dans sa situation initiale. On va planter le décor pour débuter notre aventure. La première chose qu'on doit déterminer, c'est où est-ce que ça commence, cette aventure-là. À la page 126, il existe une section qui s'appelle Région des Terres de Fer qui vous explique les différentes régions de cet univers-là, en assumant que vous jouez avec l'univers standard avec lequel le jeu vient. Chacune de ces régions-là a ses caractéristiques, elle a son ambiance, et s'il y en a une qui vous inspire, vous pouvez juste dire que vous allez jouer dans cette région-là et inventer un endroit dans lequel votre personnage va commencer son aventure. Si vous ne savez pas trop dans quelle région vous voulez commencer, vous voulez vraiment juste lancer un dard à l'aveuglette là, et jouer là où votre personnage débute son aventure, là, commencer n'importe où, vous pouvez aussi aller à la page 194 pour avoir une table avec les différentes régions. Et là, vous pouvez juste brasser sur la table et déterminer au hasard où est-ce que votre personnage débute. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est de démarrer votre histoire avec votre élément déclencheur. Si vous avez décidé que votre personnage, son élément déclencheur, c'est qu'il y a des bandits qui viennent chez lui et qui tuent sa famille, ouvrez votre histoire avec ça. Ne perdez pas de temps. Envoyez votre personnage directement dans l'aventure. Il va y en avoir des péripéties, il va s'en passer des choses, croyez-moi. Vous voulez commencer ce processus-là aussi directement que possible. Et pour ce faire, décidez comment votre élément déclencheur se passe et commencez à jouer. Je décide qu'Aldéric va habiter un village des Terres Inondées, une région marécageuse des Terres de Fer. J'aime le côté inquiétant de cette zone-là, avec son sol traître et boueux qui cache toutes sortes de choses inconnues. Je visualise la scène. La nuit enveloppe un village. Dans la grande maison du Jarl, c'est un soir de festin. D'habitude, les guerriers se moquent d'Aldéric parce qu'il participe pas aux batailles, mais vu l'occasion, on lui fait jouer de la musique, chanter, danser et boire. Beaucoup, beaucoup de bière. Les guerriers ont bien mangé, ils ont bien bu,
et ils commencent à partager leurs exploits sur le champ de bataille. Pour une fois, on le malmène pas trop. Notre héros est content, il se prend au jeu, et il commence à raconter ses exploits à lui. Ça fait bien rire les autres. Puis, un des guerriers lui lance un défi. Ce serait quoi le défi? On va brasser sur des tables, pour le savoir. Sur les tables d'Oracle 1 et 2, aux pages 192 et 193, j'obtiens les mots « déplacer » et « secret ». « Déplacer secret ». Ça me donne une idée. Je brasse un lieu sur la table de la page 194 et j'obtiens « passage à guet ». Le guerrier va donc lui dire « Hey Aldéric, t'es un brave toi, hein? J'ai une offre à te faire. Si tu vas à la passe grise, cette nuit, et que tu lances ça dans l'eau, il lui tend une petite épée à la lame enroulée dans un morceau de tissu. Je vais plus jamais douter de ton courage. Je vais dire à tout le monde qui va vouloir l'entendre que t'es aussi courageux que n'importe quel guerrier ici. » Aldéric est pas naïf, mais il est ivre. De toute façon, il sait qu'il n'aura pas besoin de se rendre réellement à la passe grise. Il pourrait juste cacher l'épée n'importe où et dire qu'il l'a apportée à destination. Mais quand il accepte, le guerrier lui tend l'objet et il regarde droit dans les yeux. « Jure-le sur le fer, Aldéric. » Les autres guerriers ricanent ou détournent le regard. Pas le choix, il faut jurer sur le fer. Notre aventure est enclenchée, et à partir de maintenant, on est prêt à continuer cette aventure-là et à voir où est-ce qu'elle nous amène. J'appellerais cette étape-là jouer au jeu, mais on a déjà un peu commencé à jouer au jeu, non? On est maintenant rendu au cœur de notre expérience de jeu. Et à partir de ce moment-là, j'ai un conseil que j'aimerais vous donner pour vous aider à vous démerder dans votre aventure dans les terres de fer. Ce conseil-là, c'est que si vous ne savez pas quoi faire, posez-vous la question suivante. Est-ce que mon personnage sait ce qu'il va faire? Ou est-ce que je sais ce que mon personnage va faire? Si la réponse est oui, allez dans le livre du jeu et trouvez l'action qui correspond à ce que votre personnage veut faire. Ensuite, lisez l'action et faites les différentes étapes que l'action vous demande de faire. Si vous ne savez pas ce que votre personnage veut faire, c'est généralement parce qu'il vous manque des informations. À ce moment-là, la solution, ça va être de poser des questions au jeu en allant dans les différentes tables qu'il y a dans les règles et en brassant des résultats en voyant qu'est-ce que le jeu vous répond. On va poursuivre notre exemple et on va utiliser cette règle-là tout au long de notre partie. On y va. Aldéric touche nerveusement à la paume de l'épée et il sent les regards sur lui. Faire un vœu sur le fer, ça peut pas être retiré. Mais il peut pas se défiler, pas cette fois-ci. Même si sa langue est alourdie par l'alcool, il arrive à prononcer le serment. Je jure que je vais lancer ça dans la passe grise. Comment ça se passe pour Aldéric? On va aller voir l'action « Jurer un vœu » de fer et on va lancer les dés. L'action dit « Lorsque vous jurez sur le fer d'accomplir une quête, notez votre vœu et attribuez-lui un rang de difficulté. Puis faites un jet plus cœur. Si vous jurez ce vœu au profit d'une personne ou d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, ajoutez plus 1. Les vœux de fer, c'est un peu comme une quête qu'on donne à notre personnage. Quand il jure qu'il va accomplir une quête, il doit essayer de l'accomplir. Et s'il réussit, il va être récompensé. Mais s'il échoue, c'est assez honteux. Aldéric a 2 en cœur. Si on avait eu un lien qui avait bénéficié de l'action, on aurait eu un plus 1. Mais notre seul lien, qui est notre tante Essil, a pas grand chose à gagner ici. Donc on tire un D6 et on ajoute notre cœur, soit 2. Je suis chanceux. J'ai brassé un 6, donc on obtient un total de 8. Maintenant, on tire 2 des 10, qui vont être les chiffres qu'on va essayer de battre. Je brasse un 2 et un 10. Avec notre 8, on bat clairement le 2, mais on bat pas le 10. Puisqu'on a battu un de nos 2 des 10, on a un coup faible. Si on en avait battu 2, on aurait eu un coup fort, et si on en avait battu aucun, on aurait eu un échec. L'action dit, sur un coup faible, vous êtes déterminé, mais vous entamez votre quête en ayant plus de questions que de réponses. Vous gagnez plus un élan, puis visualisez ce que vous devez faire pour trouver une piste. J'interprète ça assez clairement. Aldéric connaît pas assez bien les marais pour trouver la passe grise, et il fait nuit. Il va lui falloir une très bonne source de lumière,
et il va aussi devoir demander des directions pour éviter de se perdre complètement. On a juré un vœu, donc on va le marquer sur notre feuille. Ça sert à déterminer à quel point on a progressé dans l'accomplissement du vœu. On devait aussi lui assigner un rang. Vu que le rang d'une quête représente la quantité de temps de jeu qu'elle va prendre à accomplir, pour cette vidéo, on veut une quête qui va être rapide. On va dire que c'est une quête pénible, qui est le niveau de quête le plus facile ou le plus rapide. Si vous savez pas quel niveau de quête donner à une quête, allez-y avec dangereux. On sait qui est notre héros, où il est, et qu'est-ce qu'il doit faire. Mais ensuite, on fait quoi? On se rappelle notre truc. Si on sait ce que notre personnage va faire, on veut effectuer une action. Si on a une question à laquelle on veut une réponse, on veut brasser sur des tables pour les trouver. Là, par exemple, je sais qu'Aldéric va quitter la maison du Jarl et qu'il va aller chercher une source de lumière. Je décide que sa tante Essil possède une bonne lanterne, et il décide qu'il va aller l'emprunter. On va donc trouver une action dans les règles qui va correspondre à ça. J'imagine Aldéric en train d'approcher la maison de sa tante, là où il habite. Il va observer la demeure pour voir s'il y a de la lumière à l'intérieur, ou si sa tante dort. Je pense que ça correspond à l'action s'emparer d'un avantage. L'action dit, quand vous évaluez une situation, que vous faites des préparatifs, ou que vous tentez d'obtenir un moyen de pression, visualisez votre action et faites un jet. On doit ensuite choisir le trait qui correspond à notre approche. Vu qu'Aldéric observe la maison, on va y aller avec astuce. On tire donc un D6, plus notre 2 d'astuce, et 2 D10. On obtient un 3 sur notre D6, plus 2, pour un total de 5. Nos D10 donnent 4 et 8. On en a battu 1 sur 2, on a donc un coup faible. Sur un coup faible, votre avantage est de courte durée. Vous gagnez plus un élan. On ajoute plus un élan sur notre feuille. J'imagine la scène. À travers un volet entrouvert, Aldéric voit une lumière faible à l'intérieur. Sa tante dort pas, mais il l'entend chanter seul dans sa chambre. S'il entre rapidement et subtilement, la voix de sa tante pourrait couvrir les bruits qu'il ferait. Pas une seconde à perdre. Prochaine action, on entre, on prend la lanterne sans se faire voir. On cherche l'action qui correspond à ça. Je vais choisir « Faire face au danger ». C'est l'action fourre-tout dans Ironsorn. Quand on sait pas quelle action choisir, faire face au danger, c'est souvent la meilleure option. Lorsque vous tentez quelque chose de risqué, ou que vous réagissez à une menace imminente, visualisez votre action et faites un jet. Vu qu'on agit discrètement, on va faire un jet plus ombre. On veut aussi voler quelque chose, et notre atout farceur nous donne un plus 1 dans ces actions-là. On a donc un plus 4 sur notre jet, ce qui est très bon. On tire un D6, et on obtient 5, pour un total de 9. Nos D10 donnent 2 et 8. Vu qu'on a battu nos 2 D10, c'est un coup fort. Sur un coup fort, vous obtenez un succès et gagnez plus 1 élan. Notre élan est maintenant à plus 4. On va voir à quoi ça sert plus tard. Malgré l'alcool qu'il a bu, Aldéric arrive à ouvrir silencieusement la porte de la maison. Il fait quelques pas vers la lanterne accrochée au mur, et il s'en empare, en se promettant de la remettre là avant d'aller se coucher. Le chant de sa tante continue quand il referme la porte derrière lui, pour marcher dans la nuit. On a notre source de lumière. Vu que ça constitue un progrès significatif pour notre quête, on va marquer du progrès dans notre vœu. Pour un vœu pénible, on remplit 3 cases à chaque fois qu'on fait un progrès. On a donc 3 cases remplies sur 10. Maintenant, il faut savoir où se trouve la passe grise. Aldéric choisit de demander des directions à quelqu'un, mais qui? Je me dis, il doit avoir un guet qui monte la garde la nuit, surtout dans un monde où les morts rôdent le soir venu. Aldéric va aller approcher le guet, mais avant qu'il fasse son action, j'ai besoin d'en savoir plus. C'est qui cette personne-là? On va poser des questions au jeu, en brassant sur des tables. À la page 200, on trouve la table Rôle de personnage. On tire dessus et on obtient Chasseur. À la page 201, sur Description de personnage, on tire Déterminé. Et à la page 202, on tire le nom Sola. Ça m'évoque un personnage féminin. Tout ça tombe sous le sens. Sola est une chasseuse déterminée, et elle a tellement la sécurité de son village à cœur qu'elle préfère monter la garde la nuit plutôt que de faire la fête avec les gens dans le hall. Elle est jeune, mais elle est très responsable et elle prend son rôle au sérieux. Aldéric va la trouver près de l'entrée du village, sa silhouette mince éclairée par un petit brasier. Elle va le voir arriver en marchant un peu maladroitement, et là je l'imagine soupirer en se demandant quelle espèce d'ivrogne débile décide d'aller lui parler à minuit pendant qu'elle est en train de monter la garde.
Là, on sait quelle action on veut faire. On va demander à Sola si elle sait où est la passe grise. Évidemment, on va pas lui demander directement parce que, bon, on n'a pas nécessairement envie de lui raconter notre vie. Aldéric va donc lui raconter un mensonge. Salut, je reviens du hall et mon ami Lachan il m'a dit qu'il y avait eu une bataille à la passe grise il y a 2 jours. Et il va pointer une direction au hasard en mentionnant la passe. Peut-être que s'il a tort, Sola va le corriger. On va prendre l'action récolter des informations, vu qu'on essaie clairement de faire ça ici. Lorsque vous fouillez une zone, posez des questions, menez une investigation ou remontez une piste, faites un jet plus astuce. On tire un D6 et on obtient 2. Plus 2 pour notre astuce, donc 4. Sur nos D10, on obtient 6 et 10. On bat rien, c'est un échec. Sur un échec, votre investigation révèle une terrible menace ou met au jour une vérité indésirable qui mine votre quête. Vous devez en payer le prix. Payer le prix est en italique. C'est une action et c'est l'action la plus courante dans Ironsworn parce que, on souffre beaucoup dans ce jeu-là. Ce que ça veut dire, c'est que quelque chose de néfaste arrive. On peut décider ce qui se passe ou tirer sur la table, sur la page de l'action, pour déterminer ça au hasard. Ici, je sais ce que je vais faire. Sola va pointer une direction autre que celle qu'Aldéric pointe, mais lui dire ensuite « La passe grise? Ah oui, il y a presque toujours des batailles par là. Il faut se tenir loin de là par contre, surtout après le coucher du soleil. Tous les corps qui tombent dans la rivière se font traîner jusque-là par le courant, et la nuit, ils sortent tous en même temps. » Aldéric va devenir blême comme un drap, et il va marmonner un remerciement à Sola avant de s'en aller. Et il va se donner quelques encouragements avant de franchir la frontière du village, un peu plus loin, et d'allumer sa lanterne pour s'enfoncer dans le marais sombre. On a quand même obtenu l'information qu'on voulait, même si c'est une information pas très rassurante. On va ajouter encore 3 cases de progrès pour notre vœu, parce que maintenant, on sait où aller. Notre prochaine action va être de se rendre à destination. On va donc entreprendre un voyage. Un voyage dans Ironsworn, c'est une quête dans laquelle on doit progresser, un peu comme nos vœux. Quand on termine la quête, on arrive généralement à destination où on réalise qu'on s'est perdu. On détermine la durée du voyage et on lui attribue un rang. Encore ici, on va dire que c'est un voyage pénible pour pas trop étirer notre vidéo. Puis, pour chaque segment de notre voyage, faites un jet plus astuce. On va donc tirer notre D6 et on obtient 2, plus 2, donc 4. Nos D10 donnent 6 et 8. C'est un échec. Sur un échec, vous êtes interrompu par un événement périlleux. Vous devez payer le prix. Encore cette action-là, hein? Je sais comment on va payer le prix ici. Aldéric s'enfonce dans le marécage. Il voit presque rien, sauf les quelques mètres que sa lanterne éclaire. L'odeur d'humidité emplit ses narines, comme l'eau qui s'infiltre dans ses bottes trouées. Il croit entendre des bruits soudains et inquiétants au loin, derrière la végétation environnante. Il est trop tard pour faire demi-tour, mais le courage conféré par l'alcool commence à diminuer. Aldéric va prendre un point de stress. Quand on reçoit du stress dans Ironsworn, on effectue l'action subir un stress. Puisque c'est un événement perturbant, sans plus, on va subir un point de stress et donc perdre un point en esprit, qui tombe à 4. On tire les dés et on obtient un coup faible. Sur un coup faible, vous allez de l'avant. C'est tout, il se passe rien de spécial. On n'a toujours aucun progrès sur notre voyage, donc on va poursuivre. On refait l'action entreprendre un voyage. Cette fois-ci, on va tirer un coup fort. Le jeu nous donne le choix entre progresser sans perdre de provision ou progresser et gagner plus un élan, mais perdre une provision. On va prendre la deuxième option. Notre élan monte à plus 5, nos provisions baissent à 4. Aldéric se dépêche, mais l'huile dans sa lanterne diminue lentement. L'action nous dit de noter notre progression. Elle dit aussi que, pour un voyage pénible, on note notre progression 3 cases à la fois. On va donc remplir les 3 premières cases de notre voyage. On va encore effectuer l'action entreprendre un voyage. On va obtenir un coup faible, puis un autre coup faible. On perd une provision à chaque fois, mais on note notre progression à chaque fois. On est donc à 9 cases cochées sur 10, mais à 2 provisions restantes. On va tenter d'atteindre notre destination. Il y a évidemment une action pour ça. Lorsque votre voyage arrive à son terme, lancez les dés de défi et comparez-les à votre progression. L'élan est ignoré pour ce jet. Notre progression est à 9 cases ici, donc on veut seulement que nos D10 aient moins que 9. On tire les dés et on obtient 3 et 6. Les 2 dés sont sous 9, donc on a un coup fort.
Sur un coup fort, la situation à votre arrivée est en votre faveur. Choisissez l'une des deux options suivantes. Faites immédiatement une autre action, hors action de progrès, et ajoutez +1 à votre score d'action, ou vous gagnez +1 élan. On va encore s'ajouter +1 élan et on va monter à 6. Enfin, Aldéric arrive à la fameuse passe grise. C'est une bande de terre boueuse qui sépare la rivière en deux. Ses jambes sont trempées, mais son cœur est plus léger quand il constate qu'aucun mort-vivant ne garde les environs. Il s'est rendu sain et sauf. On ajoute 3 autres cases de progrès à notre vœu. À 9 cases remplies sur 10, et avec la rivière devant Aldéric, je pense qu'il est temps d'essayer de finir notre quête. Donc, on va réaliser notre vœu. Comme quand on atteint notre destination, l'action nous dit seulement de tirer 2 des 10 et de les comparer au nombre de cases remplies, donc 9. On tire nos 2 dés, on obtient un 9 et un 10. Oh boy, c'est un échec. Sur un échec, votre quête est en déroute. Visualisez ce qui se produit. Consultez l'oracle en cas de doute, et retenez l'une de ces deux options. Vous renouvelez votre vœu, effacez toutes vos cases de progrès à l'exception de la première, puis relevez le rang de votre quête d'un cran, ou vous renoncez et vous abandonnez votre vœu. On va aller à ma table préférée, à la page 208. Rebondissement majeur. Parce que je veux renouveler le vœu et augmenter la difficulté d'un cran, mais je veux expliquer comment ou pourquoi. On tire sur la table et on obtient un nouveau danger apparaît. J'ai une idée, mais je sais pas si j'ai envie de l'utiliser. Alors je vais carrément demander à l'oracle, est-ce que j'utilise mon idée? À la page 119, la page Consulter l'oracle nous permet de poser des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Je vais dire que mon idée a 50% de chance d'être vraie. Je brasse et j'obtiens 62. C'est un oui. Aldéric va jeter l'épée enveloppée dans du tissu, à bout de bras. Le marais va être étrangement silencieux, quand l'objet va atterrir dans la rivière avec un plouf retentissant. Notre héros va pousser un soupir de soulagement, voir que sa lanterne est à moitié vide, et faire demi-tour pour rentrer, quand il va soudainement entendre une nouvelle éclaboussure derrière lui. Aldéric regarde par-dessus son épaule, et il va voir une main boueuse crispée autour de la garde de l'arme qu'il vient de jeter. Un guerrier à la peau grisâtre et ratatinée va surgir de la rivière, ses longs cheveux et sa barbe à peine retenue à son crâne fendu en deux en son centre. Et derrière le mort-vivant, d'autres apparaissent, surgissant des flots, et avançant tous vers Aldéric. Notre vœu pénible vient de devenir un vœu dangereux, et on change « jeter l'épée dans la passe grise » par « échapper à l'armée de morts-vivants ». Qu'est-ce qu'Aldéric va faire? Courir, évidemment. On va faire face au danger, avec vivacité, qui est seulement à +1. On tire un 1 sur notre D6 pour seulement 2, et on obtient 3 et 5 sur nos D10. Ce serait un échec total, mais heureusement, on a notre élan qui est à +6. À tout moment, on peut réinitialiser notre élan, donc le ramener à +2, pour battre tous les D10 qui sont moins hauts que notre élan actuel. On a 6 en élan, donc on battrait le dé qui est à 3 et le dé qui est à 5. On vient de transformer un échec en coup fort en ramenant notre élan à 2. Pour fuir. C'est très Aldéric tout ça, hein? Sur un coup fort, vous obtenez un succès et vous gagnez un élan. Notre élan a donc baissé à 2 et là il est remonté à 3. Aldéric court aussi vite que ses bottes pleines d'eau lui permettent de le faire. Les morts-vivants incapables de l'atteindre avec leurs armes, mais toujours à ses trousses. Il arrive à mettre assez de distance entre lui et eux pour s'enfoncer dans la végétation du marais, terrifié. Est-ce qu'Aldéric va être retrouvé par ses poursuivants? Est-ce que l'homme qui lui a donné l'épée savait qu'elle allait réveiller plein de morts-vivants si on la lançait dans la rivière? Est-ce que les morts-vivants vont s'en prendre au village quand Aldéric va rentrer? Il va falloir jouer pour le savoir. On est donc à la fin de notre tutoriel. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment créer l'univers du jeu et notre personnage. On a vu comment démarrer une campagne en mettant en scène notre situation initiale. Et on a vu comment enchaîner les différentes étapes du jeu en réalisant des actions et en posant des questions. Dans cette dernière étape-là, je vous rappelle que tout ce qu'on a fait, c'était se demander si on savait ce que notre personnage allait faire. Et quand on le savait, on allait voir les actions qu'il y avait dans le livre, on brassait 2-3 dés, on interprétait et on continuait. Ou, quand on savait pas, on posait des questions au jeu en allant fouiner dans les tables, en brassant des dés et en voyant qu'est-ce que le jeu nous répondait. C'est ça le jeu. Un jeu de rôle solo,
c'est ça, dans son essence. Par contre, il y a des choses qu'on n'a pas vues dans le tutoriel. On n'a pas vu le système de combat, on n'a pas vu qu'est-ce qui arrive si nos caractéristiques comme la santé ou l'esprit tombent à zéro. On n'a pas vu non plus comment notre personnage peut s'améliorer en gagnant des points d'expérience, en augmentant ses capacités. Il y a des choses qu'on pouvait pas couvrir dans un tutoriel comme ça, qui est déjà assez long d'ailleurs. Par contre, la base est là. Quand j'ai commencé à jouer à Ironsorn, ce qu'on a fait aujourd'hui, je le comprenais même pas. Donc, je pense que si vous avez déjà ce bagage-là, vous devriez être capable de vous démerder avec le jeu. Parfois, vous allez arriver devant une règle que vous connaissez pas ou que vous comprenez pas, mais sachez que vous pouvez tout simplement jouer avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, comme par exemple en apprenant le système de combat, allez jouer, faites des erreurs, relisez le manuel, lisez les sections pertinentes. Encore mieux, écoutez des gens qui jouent au jeu. Il y en a des séries d'Ironsorn sur YouTube. Peut-être qu'on va en faire une éventuellement, je peux pas promettre, là. Mais allez voir des exemples, même dans les règles du jeu, à la page 261, il y a un exemple qui est très complet et qui couvre à peu près toutes les mécaniques du jeu. C'est probablement même plus poussé que ce qu'on a fait aujourd'hui dans ce tutoriel-là. Apprenez petit à petit. Vous ne comprendrez pas un jeu de rôle de A à Z la première fois que vous allez y jouer. À moins que le jeu soit d'une simplicité énorme, là, mais un jeu comme Ironsorn, ça s'apprend, ça se découvre, on se familiarise avec le principe. Je vous ai donné les outils qu'il vous fallait pour que vous puissiez comprendre l'essence du jeu, et après ça, rajouter un peu de complexité, rajouter les nouvelles mécaniques, une par une, et je pense que vous allez bien vous en sortir. Si vous avez des questions plus poussées ou peu importe si cette vidéo-là n'a pas répondu à vos interrogations, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à me parler de vos personnages, de vos univers, qu'est-ce qui les rend particuliers, quel genre de saga vous avez choisi de faire dans les Terres de Fer. Houhou, ça rime! Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de belles aventures. À la prochaine!